Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast pour les fidèles, vous en doutez, après l'épisode de la semaine dernière qui était consacré à l'intersaison NBA côté conférence Ouest. Changement de côté justement cette semaine, on va pouvoir parler des différents mouvements qui ont eu lieu à l'Est, en tout cas ceux qui nous semblent les plus importants jusque-là. Et pour en parler, il fait son retour après ses partiels, c'est Gabin. Comment ça va Gabin ? Salut à tous. Ouais, c'est ça, j'ai pris un peu de temps pour me concentrer sur la fin de mon année. Donc voilà, normalement, Est-ce que tu as ça été c'est bien clutch ? terminé. Non, tout va bien. Franchement, je devrais passer, j'attends un résultat. Mais très content de du coup pouvoir reprendre du temps pour faire des podcasts qui c'est quand même plus sympa à faire que réviser des partiels. Je te laisse juge Normalement. de ces choses-là. Et le troisième, c'est entre deux pastilles du nouveau CBA en compagnie d'Amine, où il vous explique un peu tout du point de vue théorique sur le nouveau CBA. Allez les écouter, évidemment. Il passe à la pratique, puisqu'on va parler de certains mouvements de cet été. C'est évidemment Tom. Comment ça va, Tom ? Ça va très bien, écoute, content de revenir sur... À nos fidèles auditeurs et auditrices qui sont non fidèles pendant l'été, que ce soit donc sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, on risque de voir apparaître quelques ventilateurs prochainement. Vous verrez ça. Effectivement, c'est l'été, période du retour de la canicule, période de Tour de France, de Summer League évidemment, mais surtout de ce qui nous intéresse donc cette semaine chez Dunk Hebdo, c'est l'intersaison NBA. Donc après la petite pause, direction la côte Est. Alors messieurs, pour commencer cette semaine, j'aimerais qu'on fasse un pont entre l'Ouest et l'Est avec un des sujets dont on a parlé dans le podcast, un des trades dont on a parlé il y a 2 semaines déjà avec Amine et Constant. C'était le fameux trade qui impliquait notamment Marcus Smart et Kristaps Porzingis. Donc pour ceux qui l'auraient raté, rapidement, trade à 3 équipes concernées, les Wizards, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, qui eux récupèrent notamment Tyus Jones, mais on peut citer Danilo Gallinari, Mike Muscala et un second tour de draft de cette année, le numéro 35, si je dis pas de bêtises. Les Grizzlies qui ont récupéré Marcus Smart et les Celtics qui, eux, accueillent Kristaps Porzingis avec 2 tours de draft également. Donc, comme je le disais, le trade a été évoqué il y a 2 semaines. J'en ai parlé du coup. J'ai envie de vous entendre rapidement dessus, notamment Tom. Je vais commencer par toi sans faire trop long, bien sûr, puisqu'on risque d'en reparler. Si tu veux rapidement évoquer Memphis et Marcus Smart avant qu'on s'attaque évidemment à l'Est et la version Celtics. Bah du coup ouais, Marcus Smart qui fait totalement sens dans le projet des Grizzlies, puisque les Grizzlies avaient deux problématiques, de pouvoir du coup changer de statut et de progresser sur le long terme en changeant potentiellement l'ossature de l'équipe avec par exemple des joueurs comme Tyus Jones et Dillon Brooks qui on savait étaient sur le départ, tout simplement parce que Tyus Jones c'est un excellent meneur backup, probablement le meilleur de la NBA, mais du coup il n'est pas capable de jouer avec Ja Morant, notamment dans des three guard line-up avec aussi Desmond Bane, là où Marcus Smart lui peut le faire. Et du coup il y avait aussi la problématique de devoir remplacer Dillon Brooks qui n'aurait pas été qui n'allait pas être conservé du coup à la fin de la saison. Et du coup on a Marcus Smart qui arrive, qui est un joueur qui est un peu dans l'ADN des Celtics, c'est qui est un peu le joueur qu'ils voulaient depuis très longtemps, qui va occuper les deux rôles et apporter on va dire un meilleur plafond, parce que lui est capable de jouer avec Ja Morant, mais aussi de reprendre un peu le rôle de Dillon Brooks, c'est-à-dire défendre sur le meilleur extérieur ou la meilleure menace adverse. Voilà, pour faire Magnifique synthèse version Grizzlies. On évoquera très probablement les Grizzlies un peu plus tard dans l'été, ou en tout cas d'ici à la nouvelle saison. Gabin, du coup, je vais te relancer sur la vision Celtics de ce trade, puisque voilà, je le disais, on en a parlé il y a 2 semaines chez Dunk Hebdo, mais les Celtics ont quand même fait un vrai changement, notamment avec ce trade-là. Exit Marcus Smart, on accueille Kristaps Porzingis. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça t'évoque à toi ? Moi, je trouve que c'est un superbe trade pour les Celtics et je ne comprends pas forcément pourquoi toute la fanbase est énervée, à part pour l'affect. Porzingis, il était la deuxième option à Dallas, la deuxième option à Washington. C'est un joueur qui tourne à plus de 20 points par match. Ça peut être en fait une énorme option offensive en plus de Brown et Tatum que les défenseurs adverses vont devoir gérer. Sur en fait sa capacité à shooter, il peut totalement changer la dynamique de l'équipe. On peut imaginer en fait des five out avec tout le monde à l'extérieur avec lui. On peut aussi, je trouve que c'est un défenseur sous-coté. Donc voilà, il y a beaucoup de qualités qui me font dire que l'équipe progresse avec lui. En plus, dans la foulée, il signe son extension. Donc ça s'est fait de 60 millions sur 2 ans. Et de l'autre côté, je trouve que le trade de Smart, en fait, si c'est pour ramener un joueur comme Porzingis, c'est ok. Parce que en plus, tu as déjà Derrick White dans l'effectif. Donc tu peux te permettre de le faire.
Et j'ai entendu beaucoup de critiques sur le fait que le management des Celtics n'avait pas de cœur, qu'ils osent envoyer un joueur qui fait partie de l'histoire. Mais je trouve que justement Brad Stevens, donc le GM, ça a surpris qu'il l'ait transféré parce que c'était aussi le coach de Marcus Smart à l'époque. Et ça me rassure encore plus dans la confiance des Celtics en ce trade. Parce que je me dis, s'il est prêt à transférer Marcus Smart alors que tous les fans ont un affect, c'est que là, il est sûr de son coup et que c'est réellement un transfert pour aller chercher le titre. C'est-à-dire que c'est encore plus courageux de sa part de le faire, malgré l'affect, en fait. Alors, plusieurs sujets évoqués par Gabin. Tom, du coup, quel est l'angle principal selon toi? Celui de la fidélité, bien sûr, on peut comprendre l'affect, hein, c'est toujours important pour les fanbases, mais c'est peut-être un peu plus froid quand on parle business NBA. On en voit souvent des exemples chaque année. Aussi, voilà, les changements côté offensif, côté défensif, du côté du guard play, ça fait beaucoup d'implications, cette arrivée de Kristaps à la place de Marcus Smart. Bah, je trouve que, enfin, Boston, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont totalement fait un shift au niveau de leur paradigme, hein. C'est une équipe qui, si on prend par exemple le côté défensif, était vraiment, on va dire, très appréciée et très crainte par rapport à sa polyvalence défensive. Et la polyvalence défensive était amenée par des joueurs comme Grant Williams, Marcus Smart, qui désormais ne sont plus là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont changé la façon dont ils ont enlevé des connecteurs pour rajouter des finisseurs. Donc, faut voir qui du coup désormais va pouvoir faire la connexion. Est-ce que parce que on parle de connecteurs, alors Marcus Smart c'était l'un des meilleurs passeurs de l'effectif, mais c'est aussi dans tout ce qu'on appelle, enfin dans tout ce qui est liant du jeu, c'est-à-dire la pose d'écran, les écrans inversés, tout ça. C'était vraiment un vrai connecteur dans le sens du terme. Et là il le remplace par quelqu'un comme Porzingis qui est vraiment plus à la finition des actions. C'est quelqu'un qui allez, on va dire qu'il il a progressé un peu à la vision de jeu, mais bon, on est loin on va dire des intérieurs qui sont capables de faire du playmaking. Donc, il peut faire quelques passes, mais bon, c'est pas non plus un gros créateur. Et c'est pas quelqu'un non plus qui fait beaucoup de read and react. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir voir côté Celtics. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que offensivement, ils se sont dit, on va à chaque fois jouer five out, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'en fait, en jouant five out, ça va peut-être débloquer le playmaking de Tatum, ça va peut-être débloquer le playmaking de Brown. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire en sorte que leurs joueurs majeurs mutent pour compenser les faiblesses parties. Sauf que moi, il y a juste un problème que ça me pose, c'est par rapport au secteur intérieur, du coup, où non seulement il n'y a plus la polyvalence, il y a moins de polyvalence défensive. Ils ont pas mal de joueurs dans la rotation désormais qui sont sujets aux blessures, et la rotation intérieure, malheureusement, est avec des astérix sur tout le monde, quoi. Alors Ford, combien de temps il va pouvoir jouer, puisqu'il commence à être âgé? Rob Williams, est-ce qu'il peut être en santé longtemps? Kristaps Porzingis, il a fait la saison de sa vie la saison dernière. Est-ce qu'il est capable de répliquer ça et aussi de rester en santé? Et ça va être les joueurs majeurs du secteur intérieur. Après, on rejoint ce que disait un peu Gabin, l'idée du pari. C'est-à-dire que quand tu es dans la situation des Celtics, tu as aperçu des limites. Alors, je vais pas me paraphraser d'il y a 2 semaines, mais quand même pour en reparler rapidement. Tu parlais de la polyvalence défensive, Tom, je trouve ça intéressant, mais je trouvais que sous Mazzulla, Smart était moins utilisé pour sa polyvalence que ce qui était le cas précédemment. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de tester autre chose et de plutôt essayer de varier leurs limites offensives qu'ils ont pu apercevoir en play-off. Alors, tu parlais des problématiques de playmaking. Ils se sont quand même retrouvés à demander à leur de Jay de mettre des tirs quoi qu'il arrive. Et suite à cette saison de Kristaps Porzingis, on l'a vu être capable alors pas d'être un connecteur d'ailleurs. En parlant de connecteur, je fais un petit teasing. C'est peut-être un mot que vous allez retrouver cet été chez Dunk Hebdo dans les podcasts de Dunk Friends. Donc, surveillez cet été chez Dunk Hebdo. Mais voilà, peut-être qu'il n'a pas ce rôle de connecteur à ce point-là, mais il a quand même, dans cette espèce de rôle de hub en tête de raquette, dans lequel parfois Smart était utilisé d'ailleurs en tant que poseur d'écran. Kristaps Porzingis a montré des belles choses cette saison, donc pourquoi pas. Vrai pari, vrai changement, comme tu l'as dit, on change vraiment la philosophie à la fois défensive et offensive des Celtics. Mais c'est parce qu'on avait peut-être l'impression d'avoir atteint un plafond de verre du côté des Celtics, en tout cas dans cette construction actuelle. Donc voilà, ça implique forcément dans la NBA en 2023 de tenter des paris. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, Gabin peut-être. Mais Tom, tu parlais de la faiblesse de la rotation intérieure et le fait que toute l'équipe soit aussi sujet aux blessures. On connaît les passifs de Robert Williams par exemple.
Moi, le problème, c'est que même si tout le monde est en santé, je vois que 7 joueurs playoffables. Ça me semble un peu limite la rotation pour aller en playoff, même si le niveau du 5 de départ va peut-être augmenter. Le net rating du 5 de départ, j'espère, va être meilleur. Mais derrière, ça me semble court. Et dans l'hypothèse où tout le monde est en santé, avec les Celtics, c'est pas sûr du tout. Après, ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même des solutions intéressantes parce que, bon, après, tu vois, moi, je suis on va pas dire un grand fan, mais j'aime beaucoup chez Brissett, Ouais, qui était à Indiana. Et donc, il vient de signer aux Celtics. Hein, il vient de signer rappel. aux Celtics d'ailleurs, qui est passé par Toronto, au début chez Brissett, qui arrive à Indiana, tout comme la deuxième recrue Delano Benton, qui de la était Nova, aussi. ouais. Donc voilà, ils ont ramené de la taille. C'est quelque chose. Voilà, ils ont ramené des joueurs de taille, des joueurs avec pas mal d'envergure. Mais encore une fois, ce sont plus des finisseurs que vraiment des créateurs. Peut-être à part Benton qui lui est un peu entre les deux. Donc ouais, ils vont tenter une nouvelle formule. Ils vont tenter une nouvelle formule. Après, sur la perte par exemple de Grant Williams, qui est parti du coup dans le cadre d'un échange à Dallas, on peut se dire que peut-être que Joe Mazzulla du coup ne voyait pas son utilité, ou du moins Il avait du mal à l'évaluait. l'utiliser, à lui donner des Voilà, il minutes. avait du mal à l'utiliser, il l'évaluait moins bien, ou l'évaluait moins haut que les autres personnes de la ligue. Donc plutôt qu'avoir un asset qui dépérit sur ton banc, autant faire bouger l'argent et générer des assets supplémentaires pour lui donner des choses qu'il va avoir envie de mettre sur le terrain, quoi. Ah, je pense que vous Bah avez plutôt ça, résumé, on peut le dire, entre voilà, on a décidé d'avoir plus de finisseurs que de connecteurs et de tenter le pari du talent plafond plutôt que celui du niveau plancher et de la profondeur. À voir ce que. Là, tu viens de perdre les nouveaux auditeurs. Oh, le concept de plancher et plafond, voilà, les Celtics des dernières années qui avaient un niveau, un collectif, beaucoup de joueurs qui pouvaient voir le terrain, qui étaient très très durs à battre, mais qui avaient eux du mal à gagner des matchs une fois qu'on passait les enjeux. Ça a été encore une fois le cas avec cette fameuse série face à Miami. Vous avez tous vu le scénario. Là, voilà, ils veulent éviter de revoir ce scénario, peut-être en prenant plus de risques. On leur souhaite évidemment. Mais on va devoir avancer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Est. Donc on va pas pouvoir passer 25 minutes sur les Celtics comme nos camarades la semaine dernière ont passé sur les Rockets. On a un peu plus de cas intéressants, mais de différentes façons. Je vous propose de passer donc au deuxième cas du jour. Une équipe qui donc mine de rien fait sa place petit à petit, notamment autour de son meneur titulaire, prolongé cet été au max. Un certain Constant chez nous est un des plus grands défenseurs de ce cher donc Tyrese Haliburton, vous l'avez compris. On parle des Pacers, les Pacers qui ont décidé d'utiliser leur cap space. Alors d'abord sur Haliburton bien sûr, mais aussi sur un champion en titre, Bruce Brown, qui signe pour 2 ans 45 millions. Et ils ont aussi, à noter, récupéré Obi Toppin du côté des Knicks contre des tours de draft et une trade exception. Donc j'ai envie de dire, puisqu'on parle cap space, changement d'habitude. Tom, côté Indiana, on veut jouer, on utilise le cap space, mais on l'utilise de manière un peu particulière. Attention, ton micro est coupé, Tom. Erreur de débutant. Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'accueillir des agents libres. Et d'ailleurs, Bruce Brown, qui était aussi, on va dire que c'était le role player star entre guillemets, à récupérer cette saison, en tout cas sur le marché, qui était libre, et qui a dit qu'il s'est fait recruter littéralement par Tyrese Haliburton, qui voilà, qui lors de son interview d'arrivée, on voit que voilà, Haliburton, non seulement c'est quelqu'un qui est important, on va dire sur le terrain, et qui est vraiment le général, et la franchise est construite autour de lui désormais, mais qui prend ses responsabilités aussi hors du terrain pour pouvoir insérer des joueurs, et du coup ça va donner une équipe qui va être intéressante à jouer. Je pense que ça va être un peu peut-être le OKC de la saison dernière, dans le sens où c'est une équipe qui part de bas, qui a un joueur qui est signé sur un gros contrat qui commencera à partir de l'année prochaine, hein, puisque aujourd'hui il est même pas dans le top 5 des joueurs des mieux payés de l'équipe. D'ailleurs c'est Bruce Brown qui devient le joueur le mieux payé de l'effectif, devant Miles Turner. Donc ouais, on va avoir c'est une équipe qui a utilisé son cap space pour récupérer un joueur qui est intéressant, qui matche bien. Tu vois, on a parlé avec Boston de la notion de connecteur. Ben, Bruce Brown, c'est typiquement le connecteur qui va faire le lien entre du coup Tyrese Haliburton, les autres playmakers comme TJ McConnell et tout ça, et essentiellement les joueurs qui sont qui font de la finition, les Buddy, les Miles Turner, Les ils ont Mathurin. rajouté, comme tu dis, voilà, Mathurin, comme tu as dit, Obi Toppin qui est peut-être aussi une bonne recrue, notamment pour la notion de jeu rapide avec Tyrese Haliburton, et leur pivot Isaiah Jackson, le pivot remplaçant. Donc globalement, ça va être une équipe qui va être intéressante à voir jouer, et on va dire que ça peut être une des équipes les plus sexy de la saison. Alors Gabin, est-ce que toi aussi tu les trouves sexy ces Pacers?
Ouais, ça va pas être une des meilleures équipes, mais comme tu l'as dit, en fait, ça va être le Thunder peut-être de cette année. C'est-à-dire l'équipe qui passe de reconstruction à une équipe qui peut aller chercher des victoires dans le haut de tableau. Et parmi toutes les arrivées, t'en as pas parlé, il y a aussi les rookies, dont Jarras Walker, Ouais. qui est une espèce d'ailier fort, un gros buffle qui défend bien. Donc très hâte de le voir jouer, à voir s'il va être titulaire remplaçant. Plus Mathurin, qui est un joueur qui m'a fait vraiment kiffer la saison dernière. Donc en fait, cette équipe, on a envie de les voir jouer. Et Haliburton, parmi les équipes en reconstruction, Haliburton, il rend en fait les Pacers fun à regarder jouer, hein. C'est pas un jeu un peu moche comme les équipes du bas de tableau qui se cherchent encore. Donc c'est non, les Pacers, faut regarder les matchs, ça va être très intéressant. Puis à voir. Un Et véritable maestro, Tyrese Haliburton qui va pouvoir orchestrer l'attaque. Donc, hmm, enfin, franchement, ça donne vraiment envie de les voir parce que les profils qu'ils ont récupérés collent bien. Et puis, c'est une façon aussi plutôt singulière d'avoir utilisé leur cap space. Parce que quand tu vois les autres équipes qui avaient du cap space en dehors de Houston, par exemple, OKC, Détroit, voire San Antonio, ben, ils ont plus utilisé, et même Utah, hein, qui a utilisé son cap space pour ingérer des contrats. Ils ont plus utilisé des cap space pour ingérer des contrats que pour vraiment aller récupérer des pièces qu'ils voulaient vraiment, qui n'étaient pas encore sous contrat. Ouais, j'aime bien, moi, je suis assez d'accord avec vous déjà en termes de les profils, comme tu l'as dit, puisqu'ils essayent d'installer. On se retrouve avec. C'est très moderne en fait ce que font les Pacers, c'est-à-dire que c'est la NBA qui marche en ce moment. Alors, évidemment, c'est un peu différent que les Denver Nuggets qui sont un peu particuliers par rapport au profil de leur pivot, mais grosso modo, c'est un peu cette idée avec le playmaker, les connecteurs et les hmm. finisseurs autour. Et puis voilà, tu récupères Bruce Brown, Obi Toppin dans un rôle. Alors, toute proportion gardée, attention à ce que je vais dire, mais à la Aaron Gordon qui doit faire ce genre de choses. Et puis tu retrouves tes shooters à côté avec notamment Buddy Hield, et donc un Miles Turner que tout le monde connaît, l'Arlésienne de Miles Turner, qui est donc toujours à Indiana d'ailleurs. Moi j'aime bien cette... Plus de saisons que Paul George, hein, pour Miles Turner à Indiana. Voilà. Depuis le temps qu'on l'a annoncé sur le départ, c'est vrai que cette statistique, elle est assez, elle est assez dingue. Et comme tu disais, gamin, je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien l'idée de, bon bah voilà, les Pacers, ils ont reconstruit et maintenant ils en sont à installer progressivement cette alors, culture. Le mot est pas très joli, mais cette culture de la gagne, sans se presser, en utilisant donc leur argent. Ils ont de l'argent, mais faute de très gros poissons à cette free agency, on en a quand même beaucoup parlé. Il n'y avait pas d'énormes joueurs qui étaient attendus. Et puis de toute façon, quand tu es Indiana, généralement les très gros poissons de free agency, tu as un peu du mal à les attirer. Donc tu utilises l'argent sur voilà, un champion en titre, Bruce Brown, un connecteur, le profil de connecteur d'élite recherché maintenant. Tu continues ton projet, et mine de rien, voilà, vu la concurrence, et tu l'évoquais rapidement, Signamin, vu la concurrence en allez, milieu bas de tableau, play-off, play-in à l'Est, et ben, tu es plutôt solide du côté d'Indiana et tu t'es plutôt renforcé contrairement aux autres. Donc, à mon avis, tu es plutôt bien parti. Et Mhm. plus que déjà, tu vas être sympa à regarder, comme tu disais, Tom, mais en plus, tu vas gagner des matchs à force. Ouais. Et ce qui est Bien sûr. intéressant, c'est que il se crame pas sur de longues années, puisque Bruce Brown, c'est 2 ans avec une team option. Donc, ils peuvent potentiellement décliner la team option et lui proposer un autre contrat derrière. Et c'est une équipe qui aura encore du cap space l'an prochain et qui aura assez de cap space pour pouvoir faire venir un autre ailier, peut-être du côté du Canada. Voilà. Oh, la transition est incroyable. La transition est offerte sur un plateau. Je suis obligé d'utiliser cette passe servie tel Tyrese Haliburton, j'ai envie de dire, Tom, puisque donc je vais me tourner vers toi, Gabin, tu l'as compris. On va franchir la frontière pour une équipe donc, qui pose, alors j'allais dire quelques questions, mais beaucoup de questions finalement, en fait, autour de son intersaison, de ses Hmm. objectifs également. On parle des Toronto Raptors, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc le fait marquant, évidemment, c'est Fred VanVleet qui a refusé sa player option, ça en option joueur, pour aller signer donc au prix fort du côté des Houston Rockets. Pour ceux qui n'ont pas suivi version Rockets dans le podcast de la semaine dernière, je vous invite à aller l'écouter bien sûr. Mais on va se concentrer sur Toronto. Perte de Fred VanVleet, signature notamment rapidement Jalen McDaniels, Dennis Schroeder, les deux pour 2 ans, resignature de Jacob Poeltl sur un deal lui un peu plus long, un deal de 4 ans. Alors Gaba, on s'attendait peut-être, en tout cas avant cette intersaison, à une explosion. C'est un grand mot, mais en tout cas, beaucoup de mouvements du côté du roster des Raptors, notamment autour de pièces de valeur. J'ai nommé un certain Giannunoby. Finalement, en tout cas pour l'heure, statu quo. Statu quo, mais un peu en moins bien, non, gamin? Ben, notre effectif, on a vraiment changé Van Vliet contre Dennis Schroeder en ajoutant un peu de rookies. C'est tout ce qu'on a fait. Vraiment, c'est à croire qu'une neuvième place, c'était bien, en fait. Là, on va repartir pour la même chose en moins bien. C'est assez fou.
Et les Raptors, on était censé être l'équipe qui allait animer la off-season. Bon, finalement, Washington et Portland ont pris le relais. Mais nous, on avait donc beaucoup de rumeurs sur Siakam et OG qui faisaient sens dans beaucoup d'équipes et que beaucoup d'équipes voulaient. Et finalement, rien. Donc on se retrouve à ne rien jouer, à entamer une saison avec donc OG qui entame sa dernière saison avant une player option qui va sûrement pas prendre, Siakam qui va devenir unrestricted free agent à la fin de la saison, donc on va aussi perdre contre rien. Donc en fait, là on entame une saison où on va finir 10e, 11e, 9e, voilà, donc sans aller en playoff, parce qu'on va forcément faire moins bien. Et on va, à la suite de ça, perdre peut-être OG et Siakam. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Masai Ujiri, notre JM, ne les a pas encore tradés, en fait. Et je pense qu'il est trop gourmand. On a entendu des propositions d'offres, par exemple, sur OG Anunoby. Il veut pas lâcher le morceau. Il est prêt à négocier chaque pick de draft à l'être. Et je pense qu'il va juste mourir, en fait, avec ses joueurs sans avoir l'opportunité de les trader, et c'est vraiment dommage. Là, par exemple, on voit des tentatives de renforcement, mais pour aller nulle part. Et c'était le cas avec Jakob Poeltl. On a lâché un first round de draft pour aller le chercher. Là, il a re-signé. Quand il a re-signé, j'étais heureux. Après, je me suis posé la question, mais attends, est-ce que je suis vraiment content d'avoir Jakob Poeltl? Non. Je suis content de l'avoir pour ne pas l'avoir perdu pour rien. En fait, c'était ça, ma réflexion à la fin. Je me suis dit, mais on fait n'importe quoi, en fait. Donc, par exemple, du coup, cette année, on a drafté Grady Dick, donc le pick 13 de la draft, qui est un gros shooter. Je Et suis un même sacré pas sûr. personnage. Ouais, qui est déjà atypique, que j'adore, mais je suis même pas sûr qu'on va tellement le faire jouer dans le 5 de départ, parce que à la place, on va faire jouer des joueurs qui ne font plus trop sens dans le projet. Donc en fait, beaucoup de questions, mais j'ai pas de réponse. Je sais pas où on va. Et là, notre backup meneur, ça fait 3 ans que c'est Malachi Flynn. Il y a aucune progression en 3 ans, ça suffit. Vraiment, autant là, on a eu des rumeurs sur, bon, c'est pas forcément fondé, mais Tyrese Maxey, à qui on veut pas donner la prolongation. Finalement, il est intouchable. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller le chercher? Je pense à Tyler Hero qui va être dans des rumeurs de trade sur Lillard. Est-ce qu'on peut pas foncer le chercher? En fait, il faut pour le bien de l'équipe que Siakam et ou OG Anunoby se fassent transférer pour que nous on puisse reconstruire. Voilà, bah c'est la question que j'allais te reposer avant de repartir vers Tom. C'est parce que là, tu évoquais de oui, il n'y a pas de progression, etc. Comme si l'objectif, c'était de s'améliorer pour aller jouer les premiers plans. Mais on est d'accord que finalement, ce qu'on attendait et ce qui a priori va finir par arriver, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt balancer les pièces qui ont de la valeur et repartir sur un autre cycle de reconstruction. Bah c'est le cas, mais on va peut-être le faire trop tard, parce que plus on attend et plus Siakam et Oji perdent de la valeur de par la fin de leur contrat qui arrive. Après, donc, ça dépend aussi de la demande, c'est l'offre et la demande, mais c'est vrai que c'est le jeu de l'intersaison. Donc Tom, je vais me retourner vers toi. Constat très pessimiste, on l'a entendu, hein, Gabin, qui a pris 3 minutes pour nous dire à quel point il était déçu de cette intersaison. En l'état actuel, j'imagine que tu partages un peu ce constat. Et peut-être que ça va bouger. Bon, quel est ton diagnostic pour toi, Tom? Je pense que c'est une équipe qui a pas assez bien calculé le marché pour Fred VanVleet à la dernière intersaison, puisque je pense que ils s'attendaient pas à devoir potentiellement matcher une telle offre des Rockets, et en fait ça faisait pas sens pour eux de matcher, quoi. Donc ça se comprend, et malheureusement, comme ils ont pas su anticiper ça, ben du coup VanVleet est resté à la deadline, alors que si peut-être VanVleet était parti à la deadline, ça aurait peut-être engendré les autres transferts pour faire table rase et pour aller, on va dire, s'auto-saborder pour avoir un bon pic à la fin de la saison. Mais après, c'est vrai que c'est une équipe l'an dernier où pas mal d'observateurs étaient assez hauts sur eux. En fait, Toronto était peut-être vu comme la saison de New York. En fait, la plupart des observateurs, pardon, s'attendaient à ce que Toronto fasse une saison comme l'a fait New York. Et peut-être que eux aussi en interne, ils se disaient qu'au final, ben un peu comme peut-être potentiellement des équipes comme Chicago, tout ça, qui sont pas loin. Ils se disent tous, ben voilà, on n'est pas loin, on n'est pas si loin que ça. Et au final, voilà, tu arrives, tu prends des décisions court-termistes, et je pense que eux, c'est assez étonnant de les voir faire ce chemin-là, puisqu'il y a 2 ans, il y a eu la fameuse phrase de Masai Ujiri, playing for what?
tu vois. Et là, là, c'est maintenant, c'est playing or not, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Où à l'installation du playing, lui, il était vraiment sur la notion de la gagne. Et puis là, on se retrouve avec un effectif qui est un peu bancal, avec qui manque terriblement de shooting, qui en plus par rapport aux jeunes pièces qui sont là, par exemple Scotty Barnes, mais l'effectif ne fait pas forcément sens. Ne faut pas forcément sens pour lui si tant est qu'il veut être développé comme meneur de jeu. Donc c'est une équipe qui va devoir être un peu changée, puisqu'en fait tous les joueurs globalement font sens, mais il y a vraiment on va dire qu'il y a vraiment un empilement au niveau du front court, avec non seulement les vétérans entre guillemets de l'équipe, si tu prends du coup les Poeltl, les Siakam et Anunoby, mais t'as aussi les jeunes avec par exemple Achiuwa, Koloko, comment il s'appelle, Scotty Barnes. Donc voilà, en fait, t'as vraiment un attroupement de joueurs qui, dans d'autres équipes, ferait sens en vrai. C'est juste que t'en as trop et t'as pas assez de joueurs, on va dire, polyvalents à l'extérieur. Et moi, je me dis, peut-être que c'est une équipe qui va essayer de tenter quelque chose potentiellement juste sur un an. Et pour moi, je serais pas surpris de les entendre, par exemple, pour récupérer James Harden sur un an, tu vois. Un peu à l'image du move qu'ils avaient fait pour Kawhi. Alors, toute proportion gardée, hein. Mais je pense que c'est une équipe qui va se dire, par exemple, si tu mets James Harden dans cette équipe-là, ça fait sens. Franchement, avec oui. ce type de joueur-là, ça fait sens, tu vois. Donc peut-être que c'est une équipe qui va se dire, allez, dernier coup de truc, machin, sachant que des joueurs comme OG et Siakam, ils ont tout intérêt à rester à Toronto, parce que si Pascal Siakam est All-NBA la saison prochaine, il est du coup éligible au Supermax, et si OG Anunoby, lui aussi, soit il gagne le titre de défenseur de l'année ou quelque chose comme ça, il peut aussi être éligible au Supermax. Donc, c'est des joueurs qui ont tout intérêt, entre guillemets, à rester à Toronto pour ne pas perdre cette éligibilité-là. Ouais, bon, t'as mentionné la comparaison Chicago. J'avais un peu noté, mais j'avais noté, attention, ça pourrait être plus triste que Chicago, puisque les talents plafonds sont peut-être moins élevés. En tout cas, t'as des joueurs que tu imagines un peu moins haut à leur meilleur niveau. Mais comme tu l'as dit, je vais pas tout paraphraser, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Tom, sur le fait que ce sont beaucoup de joueurs qui font sens individuellement. Il y a de très bons joueurs en fait dans cet effectif des Raptors, mais qui le font beaucoup moins ensemble. On a une répétition des rôles. On a un manque de tir, quelque chose qu'on retrouve aussi à Chicago d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai noté aussi, je m'attends à ce que ça bouge. Alors effectivement, j'avais pas vu le all-in Harden qui fait sens, qui changerait à peu près tout. Mais en gros, c'est ça, soit le all-in cette saison, soit de toute façon la saison prochaine. Tu l'as dit, Yama, ensuite. Tu arriveras vers la fin de contrat de Siakam, donc peut-être avec une prolongation possible, mais surtout à des moments où en général, c'est typiquement le genre de joueur qui est prêt à changer de franchise, notamment si le projet n'aboutit pas ou si à court moyen terme, il ne voit pas de nette amélioration. Et puis voilà, en termes de timeline aussi, voilà, tu n'as pas évoqué le mot, Tom, mais je pense un peu, c'est-à-dire que oui, Anunoby, Siakam, Poeltl sont pas au même point que Scotty Barnes. Et pour revenir à mon histoire de réputation de rôle, il y avait déjà cette question, et Gabin, tu avais déjà entendu pas mal dessus sur quand tu joues Scotty Barnes et Pascal Siakam ensemble. Est-ce que tu n'altères pas un peu trop la progression de Scotty Barnes? Est-ce que tu n'aimerais pas que justement il prenne ce rôle de Siakam et du coup ça devient compliqué? Prendre les mêmes décaler OG en 2 quoi. Ouais, OG en 2. Là tu récupères donc Schroeder pour Fred VanVleet. Tu règles pas le problème de tir, Tom, on est bien d'accord. Donc voilà, il y a quand même pas mal de problématiques. Je vais te relancer Gabin évidemment pour finir autour des Raptors. Tu penses que ça va bouger? Si ça bouge, dans quel sens? Voilà, il y a la théorie. Tom, all-in pour un gros guard, Harden. Peut-être un autre guard du côté de Portland, que sais-je, si le package est bon. Du côté de Portland, on reparlera de ce sujet-là, mais on a dit qu'il pourrait se retrouver n'importe où. Donc pourquoi pas un all-in un peu à la Kawhi, tu l'as dit, Tom, ou alors l'implosion, entre guillemets, enfin en tout cas la reconstruction. Gabin, balance tes cartes. Ben, franchement, le all-in, ça pourrait faire sens sur, par exemple, un James Harden qui resterait que un an et on teste un an de James Harden qu'on récupérerait pour pas trop cher. Ça peut le faire. Ou alors, trader Siakam et OG pour construire autour de Barnes et maintenant Grady Dick, enfin, les jeunes qui vont s'inscrire dans le projet. Le problème, c'est vraiment le manque de direction. L'expression le cul entre deux chaises, c'est vraiment ce qui se passe. On fait rien. La France, ça c'est bien la France. On veut tellement faire les deux en même temps, c'est-à-dire développer Scotty et jouer en même temps, que finalement, on ne fait aucun des deux. C'est-à-dire que Scotty, il se fait bouffer la place et on est nul. Ne pas choisir, c'est un choix. Hein. Ouais, mais c'est un mauvais choix, à mon avis. Hein. Enfin, là, c'est un choix qui a peu de réussite dans ces dernières années du côté de la NBA. Donc effectivement, on va souhaiter aux Raptors que
qu'un nouveau choix, qu'un autre choix soit fait. Du coup, équipe à surveiller, voilà, des deux côtés, puisque que ce soit pour un package, pour un gros joueur demandé, je pense qu'on reparlera des Harden et Lillard d'ici à la fin du podcast, ou que ce soit en tant que vendeur autour des Anunoby, Siakam, que sais-je, ce sont des profils assez intéressants et les équipes qui les récupéraient seraient potentiellement, voilà, changeraient peut-être aussi de niveau et d'ambition pour la suite. Et justement, en parlant d'ambition, parlons des champions 2021 qui décident eux, et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir d'insister malgré des playoffs qui ne sont pas terminés comme on voulait. Il y a eu des histoires de blessures, bien sûr, je parle des Milwaukee Bucks, bien entendu, vous l'avez compris. Les Bucks, alors je vais tout de suite te lancer dessus, Tom, parce que dans la trame que tu nous avais envoyé, le premier jet sous Bucks, je vous le cite, Tom avait écrit « Ouf ». Alors, on respire, Tom? Je pense que ouais, il respire, puisque c'était quand même des pièces maîtresses. On va dire que c'était les joueurs 2 et 4 entre guillemets du projet, même si on peut dire que ce sont des joueurs qui sont très importants, notamment si on prend Chris Middleton pour tout ce qui est création extérieure, et si on prend Brook Lopez pour tout ce qui est défense en fait. Et globalement, tu arrives à les garder sur des contrats qui sont pas trop mauvais, et surtout tu n'as pas à chercher de remplaçants à ces joueurs-là, notamment dans un projet où tu veux pouvoir être le plus compétitif possible autour de Giannis Antetokounmpo et de Jrue Holiday. Et puis ça peut aussi envoyer un bon signal à Jrue Holiday qui va être en fin de contrat pour qu'ils prolongent et qu'ils essayent de jouer entre guillemets la dernière danse autour de Giannis avant que finalement le projet ne soit plus viable. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient pu les garder. Les contrats sont, allez, on va dire que c'est la Potel tax ou la Vucevic tax pour Brook Lopez. Mais ouais, globalement, l'équipe va quand même avoir besoin, je pense, un peu de 109, notamment à l'extérieur. Ils ont aussi réussi à garder Jay Crowder, on ne sait pas encore pour quel montant. Donc ça peut être, ça va être intéressant. Ils ont récupéré Malik Beasley, qui n'a pas beaucoup joué en playoff l'an dernier. Donc voilà, c'est une équipe qui aura besoin d'une infusion de jeunesse, mais c'est bien qu'ils aient pu garder les cadres qui font la force de cet effectif-là. Après, est-ce que ces joueurs-là sont encore assez haut niveau pour en faire on va dire des favoris au titre? Je pense que ça va dépendre du joueur numéro 1. Bon, gamin, je te relance sans forcément avoir une nouvelle question à te poser. Est-ce que c'est finalement logique qu'on retente avec cette recette qu'on sait qui a fonctionné il y a 2-3 ans du côté des Bucks? C'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. C'était l'objectif à la free agency de prolonger Middleton et Lopez. Et heureusement pour les Bucks que les Rockets n'ont pas réussi à choper Brook Lopez, parce qu'apparemment on était vraiment pas loin. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce que les Bucks auraient pu faire. Peut-être jouer avec Bobby Portis, du coup, pivot titulaire toute la saison. Alors que Brook Lopez, c'est quand même un joueur de grande valeur. Mais, attention, il entame la saison à 35 ans. C'est beaucoup. Et c'est un joueur qui était déjà injury prone, qui vieillit. Donc, je suis pas forcément optimiste, en fait, sur dans quel état vont arriver les Bucks à la fin de la saison. C'est ça, en fait. Ouais. Giannis, on sait qu'il va dérouler. Et en fait, le reste, est-ce que c'est pas vieux? Middleton, pareil, 32 ans. Jrue Holiday, 33 ans. Est-ce que ça commence pas à être un peu âgé? On se calme sur les âges, là, monsieur. Ne soyez pas désobligeants. Non, mais bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Et en plus, tu viens de dire que Giannis allait dérouler. C'est aussi une question. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des absences ici et là, parce que ça risque d'arriver, donc tu l'as dit, de Brook Lopez, éventuellement de Jrue Holiday également, ouais. Qui, autour des 33 ans, plus tu dois demander à Giannis pendant la saison régulière, plus tu augmentes ton risque de te retrouver avec un Giannis pas forcément à 100% à l'entame des playoffs. Et on a vu que même si tu te retrouves à être un très bon seed en saison régulière, ça peut te jouer des tours. Donc effectivement, il faut faire attention. C'est là où je rejoins ce que tu disais, Tom. C'est que pour moi, donc c'est logique, effectivement, ce move des Bucks. Tu as l'ossature d'une équipe qui est championne il y a 2 ans, en 2021, l'été 2021. Tu peux pas faire autrement qu'insister si tu peux le faire, surtout que oui, certes, ça vieillit, mais grosso modo, ils sont quand même assez productifs tous dans leur rôle respectif, en tout cas les principales pièces, donc Jrue, Brook Lopez et Chris Middleton autour de Giannis. C'est logique, tu n'avais pas forcément le choix, mais tu vas avoir besoin de 109 et il va falloir commencer à penser transition parce que Giannis, probablement, que sur le moyen terme, il sera encore là et encore productif et qu'au bout d'un moment, il va falloir faire ce fameux choix de changement. Pour l'heure, tu ne le fais pas. Voilà, pour moi, un été logique, mais il va falloir commencer à anticiper parce que si ça coince cette saison, ce qui est bien possible, va falloir finir par se poser des questions du côté de Milwaukee. Et il y a aussi... Non, vas-y, Gabin.
Bah, il y a aussi un souci, c'est donc le nouveau coach, Adrian Griffin, qui était assistant au Toronto Raptors. Je crois en lui, mais ça reste un coach rookie. Donc, aller chercher un titre avec un coach rookie, c'est pas une garantie, en fait. Donc, on sait pas comment... Enfin, Bah, Toronto l'a fait, les Warriors l'ont Toronto fait. l'a fait. Et Mais Griffin est c'est- un nom qui tournait depuis assez Ouais. longtemps, hein, parmi des assistants courtisés au sein de la NBA qu'on attendait en tant que head coach. Mais tu peux pas te... Alors, l'expérience ne joue pas en leur faveur de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est une prise de risque. Ça peut tout à fait marcher, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est un cycle sur 2 ans. Il y a Giannis qui est éligible à signer une prolongation là bientôt. On verra s'il signe ou pas. Mais voilà, je pense que les années ne sont pas anodines. Les années ne sont pas anodines. Et là, c'est vraiment le dernier gros run, puisque voilà, Giannis, c'est un joueur générationnel. Tu sais pas quand est-ce que tu pourras avoir un joueur générationnel comme ça, encore une fois, dans ton effectif. Donc, du coup, tu joues au maximum, quoi. Tu joues crânement ta chance, puisque peut-être que la prochaine fois que tu auras un joueur comme ça, où tu auras l'opportunité d'être favori au titre, ce sera dans 40 ans. Enfin, vous rigolez, mais c'est vrai. Bah, il y a, Non, il y a mais un c'est titre totalement tous les vrai. 50 ans. Donc, j'espère qu'il y en aura un vent pour eux, quand même. Oui, non, mais puis surtout ce que tu soulignes autour des joueurs générationnels, notamment dans des petits marchés, le fait que tu l'aies chez toi, c'est loin d'être une évidence et donc effectivement, faut le maximiser au possible. Mais voilà, je l'avais noté pour la plaisanterie, mais je vais quand même le dire pour terminer là-dessus. Ils ont quand même les deux frères Lopez du côté Ouais. des Bucks. Ouais. C'est la réunion, encore. de Robin et de Brook. Donc c'est peut-être ça qui leur portera chance. Mm. En tout cas, on verra. Mais les Bucks seront une nouvelle fois en l'état, et si tout se passe bien, bien sûr, parmi les grands favoris du côté de l'Est, c'est certain, puisque ils l'étaient déjà. Et ils repartent plus ou moins avec les mêmes pièces, même s'il y a aussi le départ de Joe Ingles, dont on n'a pas parlé, mais qui change un petit peu en termes de... Au niveau des connecteurs, Tom, on est sur notamment ce type de profil. Le retour de Robin Lopez, ça veut dire le retour des vidéos de catch d'avant-match. Et juste pour ça, c'est un bonheur. Les frères Lopez contre les l'apport terrain mascottes. n'est pas Les frères énorme. Lopez contre les mascottes, ouais. C'est ça. Ouais, voilà. L'apport terrain est très limité, mais franchement, l'apport de divertissement, je suis fan. Et passons à la transition suivante, qui est celle donc d'un ex-champion qui veut retrouver sa couronne à des équipes qui, depuis quelques années, aimeraient aller soulever ce trophée de fin de saison et qui ont du mal. Je vais les mettre en parallèle, on va parler des deux, puisqu'on les a évoqués déjà en parallèle. Tom, tu avais cité le premier nom qui était celui de James Harden. Donc évidemment, on va parler des 76ers, même si Ami n'est pas là et on le salue bien sûr. Et on va aussi en parallèle pouvoir parler du 8 et du Kyle Lillard. Ce sont deux gros cas, les deux gros guards demandés. Commençons par le cas Harden aux Sixers. Tom, je pense, l'idée c'est qu'il revienne. Pendant un temps, on a cru qu'il allait à Houston. Finalement, non. Il pourrait se retrouver, je ne sais où, finalement, Harden. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est inquiet pour les Sixers, Tom? Comment tu vois tout ça? Inquiet, je dirais oui et non, ça dépend de leur objectif. Je pense que c'est une équipe qui sait que si leur but ultime c'est d'aller chercher le titre, je pense qu'ils savent que ça va pas être possible avec James Harden à 40 millions. Ils savent que ça, c'est pas possible. Donc, si le but ultime, c'est d'aller chercher le titre, c'est logique pour moi qu'ils s'engagent pas sur du long terme avec James Harden. Et je trouve que c'est aussi logique, en fait, de la part de James Harden, de vouloir quitter, entre guillemets, le navire, parce que lui, il veut potentiellement autre chose, et il veut, on va dire il sait qu'il n'est pas forcément on va dire le choix central dans le projet. Il veut peut-être lui s'assurer un endroit où il aurait une situation un petit peu plus pérenne, tu vois, à la manière de ce que Kyrie a fait avec les Nets. Les Nets ne voulaient pas prolonger Kyrie, on l'a transféré à un endroit où on voulait bien le prolonger. L'intersaison est arrivée, il a été prolongé, basta, tu vois. Là où James Harden, tu vois, il a fait entre guillemets le sacrifice financier la saison dernière pour leur permettre de signer des joueurs et rendre l'équipe un petit peu plus compétitive. Là, il a pas été, on va dire, il a pas été rétribué de son effort, de son geste de la saison passée. Et c'est totalement logique. Donc là, on arrive dans une impasse, mais qui est logique en fait pour les deux. Et malheureusement pour lui, le fait que Damian Lillard ait demandé son trade, vu que Damian Lillard est un meilleur joueur que lui, désormais il va passer entre guillemets en second plan et la discussion autour d'Harden va être mise, on va dire, à côté en attendant que le cas Lillard soit réglé. Ça, c'est vrai qu'il y a le point de vue Harden, il y a le point de vue 76ers. Je vais te relancer là-dessus, Gabin, toi. Du côté des Sixers, il a un peu évoqué, Tom, là, en début d'intervention. T'es obligé, là où t'en es, les Sixers, et je vais rejoindre ce que je viens de dire sur les Bucks, t'es un peu obligé de jouer de all-in, entre guillemets, mais en tout cas d'essayer de maximiser ce temps tant qu'Embiid est là. Embiid
a une très forte production. Alors, il a peut-être trop joué dans cette saison régulière. Il est arrivé une nouvelle fois en play-off, les play-offs en dents de scie. Bon, comment tu vois cette intersaison pour les Sixers? Est-ce que tu es inquiet, toi, gamin? Je suis très inquiet vu le rôle qu'avait James Harden dans les playoffs des Sixers, qui était sur beaucoup de matchs en fait le meilleur joueur de l'équipe. Et je me dis, s'il se fait transférer déjà, on attend évidemment de savoir quelle pièce tu vas récupérer en échange. Ça part beaucoup de rumeurs avec les Clippers par exemple autour de Norman Powell. Mais je pense que dans tous les cas, du coup, tu vas en demander beaucoup à Tyrese Maxey. Est-ce qu'il est prêt? Ça me paraît compliqué de reprendre le rôle qu'avait James Harden tellement il en faisait. Et derrière du coup, je suis pas sûr que, en fait, la saison prochaine, les Sixers soient mieux préparés pour aller chercher le titre. Et je pense même que là, ils vont peut-être faire un petit pas en arrière. Le titre, finalement, ils l'ont pas eu, mais à chaque fois, ils étaient pas si loin. Et là, j'ai peur que ça soit beaucoup trop limite si t'enlèves cet initiateur d'élite qui était James Harden de l'équipe. En plus de ça, ils ont perdu George Niang, Mike Daniels, Paul Reed, le Jazz vient de faire une proposition. Ils doivent décider s'ils vont signer ou pas. Pour l'instant, ils perdent des pièces, ils vont transférer Harden, mais ils font pas de move en fait. Ben, quelque chose qui est intéressant dans leur immobilisme entre guillemets, c'est qu'ils ne semblent pas vouloir rajouter d'argent. Et c'est vrai que ils ont décidé aussi de ne pas prolonger Tyrese Maxey ou de ne pas lui proposer de prolongation, puisque, alors petit point salary cap TCBA, vu que Tyrese Maxey c'est un joueur qui a été drafté loin, je crois qu'il est drafté en 23e ou 24e position, il a un cap hold qui est assez bas par rapport au salaire auquel il pourrait prétendre en signant une extension. Donc ça veut dire que en ne prolongeant pas Tyrese 21e. Maxey, Ouais, voilà, juste pour être précis. En ne prolongeant pas Tyrese Maxey dès cet été, le nombre qui va compter dans le salary cap au moment où l'année va basculer, ça va pas être le salaire de la prolongation, mais ça va être juste le cap hold. Et du coup, comme le cap hold est plus bas, ça peut permettre à Philly, notamment avec la fin de contrat de Tobias Harris, notamment avec la fin de contrat de James Harden, s'il reste ou s'il est prolongé contre des joueurs qui sont aussi en fin de contrat, ça peut permettre à Philadelphie de dégager une route vers le cap space qui est peut-être pour le GM Daryl Morey la meilleure route pour pouvoir récupérer une autre pièce et aller chercher le titre avec Joel Embiid. Je pense que tu as peut-être mis la lumière sur comment dire, le chemin le plus optimiste. Alors, le plus optimiste, je ne sais pas, mais si ça échoue pour cette saison, parce que comme l'a dit Gabin, je vais un peu revenir sur ce que tu as dit, mais je suis assez d'accord, j'ai pas l'impression que tu avances. Voilà, tu parlais d'immobilisme, Tom, on a aussi un immobilisme un peu sur le terrain, et de l'autre côté, les concurrents essayent, si ce n'est de se renforcer, en tout cas de changer des choses. On a parlé des Celtics en début de podcast, ce sera différent. Ils ont l'air en tout cas d'essayer de vouloir pousser leur plafond. Du côté des Sixers, on repart sur la même chose en se disant, bon allez, autour d'Embiid, c'est vrai que c'est pas ce qui pousse le plus à l'optimisme pour une réussite dans la conquête du titre pour cette saison. Donc effectivement, peut-être que l'idée, et on sait que Daryl Morey aime beaucoup un peu planifier à l'avance, peut-être que l'idée c'est ça, c'est de se dire, bon ok, on a essayé avec James Harden, avec Tobias Harris, peut-être que ça fonctionnera pas, bon là on essaye, on va donner un peu plus de ballon à Maxey, on va continuer de voir ce qu'il peut développer, et puis le coup d'après, on restera attractif. Si on a du cap space et qu'on a toujours Joel Embiid et Tyrese Maxey, bon, tu peux facilement te dire que tu peux trouver une autre pièce à mettre autour pour avoir une ossature très solide, notamment dans la conquête déjà de la conférence Est, avant de commencer à parler du titre. Du coup, je vais rebalancer de l'autre côté, du côté de Miami, qui justement est l'équipe la plus citée autour du cas Lillard, donc qu'on a évoqué en parallèle de James Harden. Lillard qui a donc, pour ceux qui vivraient dans une grotte, demandé enfin son trade de Portland. Alors enfin, je ne sais pas, mais c'est assez particulier. À la base, il avait prolongé la saison dernière. Bon, il y aurait eu des discussions autour du fait qu'ils allaient se renforcer. Finalement, ils ont décidé de garder leur nouveau pick de draft, le même Scoot Henderson. Et suite à ça, on a appris que Damian Lillard voulait être échangé et exigerait d'aller à Miami. Donc, on va évoquer les deux forcément en parallèle. Gabin, je vais me tourner vers toi en premier cette fois-ci. Bon, c'est logique que Miami se positionne sur Lillard. C'est logique que Lillard veuille aller à Miami. Les pièces semblent coller, si ce n'est la deuxième partie, le fait qu'il faut trouver un accord. Bah ouais, parce qu'en plus Miami, donc Gabe Vincent est parti. Il manque juste un meneur titulaire à cette équipe en fait. Donc non, tout semble coller. Par contre, je trouve dommage que Lillard et son agent demandent une destination comme ça. Je peux faire un petit parallèle. Ça me gave un peu les joueurs qui demandent des destinations.
Et d'autant plus quand c'est Lillard qui nous a sorti des gros discours sur la loyalty, sur le fait que maintenant les joueurs ils font ce qu'ils veulent, et que ensuite ils demandent ok transférez-moi, mais Miami sinon je joue pas. C'est un peu Il a pas dit ça. son agent il a dit si je vais pas à Miami déjà il y a pas de camp d'entraînement. Mais après c'est le rôle de l'agent. L'agent c'est Ouais, le rôle de l'agent c'est d'envoyer son client là où son client veut aller. C'est le rôle de l'agent. C'est une guerre de com qui s'est installée, c'est sûr certain. C'est une guerre de communication et c'est vrai que bon, Damian Lillard avait beaucoup communiqué autour de la loyauté, etc. Et le discours qui revient dans les deux sens. Je vais essayer d'avoir les arguments de l'autre côté pour Gabin, même si je comprends ce que tu dis, là, dans les deux sens, c'est que la loyauté, effectivement, justement, ça va des deux côtés et que les équipes n'ont généralement pas trop d'état d'âme à transférer leurs joueurs aussi stars, aussi loyaux qu'ils puissent être, aussi centraux dans les résultats récents. Et on évoquait un certain Marcus Smart en début de podcast, toute proportion gardée sur le niveau de jeu, mais tout de même, bon, qu'il demande son transfert. C'est vrai que ce qui pose le plus de problème, c'est l'état de son contrat. C'est-à-dire que quand tu viens de signer une prolongation très très longue, l'équipe qui le récupère, bon, il pourra bouder autant qu'il veut, il va être forcé de jouer. Il a un contrat qui est assez long. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Tom également, c'est le jeu de la communication pour voir qui est prêt à mettre des pièces. Et ça aussi, ça augmente la valeur de Lillard, finalement, toute cette affaire. Mais après encore, c'est pareil, un peu comme pour James Harden. Je trouve que là, il y a eu une cassure par rapport à Lillard, tout simplement, où on lui a dit, arrête de jouer. Si on lui dit, par exemple, arrête de jouer en fin de saison pour qu'on ait un meilleur pick. Si on a un meilleur pick, on pourra le transférer pour t'apporter de l'aide. Le mec, il arrête de jouer alors qu'il fait la saison de sa vie. Il arrête de jouer. Ils ont un bon pick. Ils transfèrent pas le pick. Il y a quand même une notion de trahison aussi dans ce sens-là, tu vois. Plus le montant offert à Jeremy Grant qui a peut-être pas fait le c'était quelques heures après. Hein. Il a dit allez, moi je m'en vais. Donc du coup, il y a peut-être de ça en fait qui fracture la relation où il se dit ok, moi je joue pas. Du coup, je permets à l'équipe de récupérer un meilleur asset pour qu'ils aillent me chercher quelqu'un. Et au final, on me dit, bon, finalement, on draft le mec et tu devras compter avec Jeremy Grant et sinon, il faudra attendre. Donc, de ce côté-là, on peut aussi comprendre que, voilà, Lillard, pour moi, encore une fois, les deux sont compréhensibles. Voilà. Chacun va défendre évidemment ses intérêts, c'est normal. Je préfère recentrer le débat sur Miami forcément, puisque bon, le cas Lillard, je pense qu'on va y revenir une fois qu'il sera résolu. Donc parlons de Miami. Miami qui a échoué pas si loin du titre, déjà moins loin que les Sixers qu'on évoquait juste avant. Donc Gabin l'a dit. On a perdu le meneur titulaire, on a perdu Max Strus également, qu'on évoquera peut-être, qui est parti du côté de Cleveland. Donc il faut faire quelque chose du côté de Miami. La première limite qu'on a vue une fois, j'ai envie de dire, les shooters redescendus sur terre dans la finale, c'est notamment le shot making et une variété dans le playmaking. Tom, à ce niveau-là, Lillard, c'est parfait. Oui, ben clairement, Lillard c'est parfait, clairement par rapport à ce dont cette équipe-là a besoin. Et puis ça permet aussi de replacer un peu Jimmy Butler et Bam Adebayo aussi, tu vois, dans la façon dont est organisée l'équipe. Tu vois, Lillard c'est vraiment, ce serait limite un B quoi de Jimmy Butler quoi, et ça mettrait non, c'est vraiment très sexy puisque c'est vraiment un joueur qui a le skill set qui irait avec ce qui manque du côté de Miami. C'est quelqu'un qui est aussi, je pense, d'un point de vue mentalité, travailleur acharné, tout ça, qui collerait aussi à Miami. Et c'est aussi un joueur qui, on va dire, il est dans une période ou dans un moment de sa carrière qui colle très bien avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe, quoi. Donc dans la même timeline. Voilà, pour ne pas utiliser ce mot, mais oui, voilà, c'est quelqu'un qui collerait bien. Et le truc avec Miami, moi ce qui m'interroge avec Miami, c'est Miami, on en parlait pour Kevin Durant, on en parlait un moment pour Kyrie, on en parlait un moment pour comment il s'appelle, Bradley Beal. Ben, tous ces joueurs-là, ils sont partis ailleurs. Je pense que Miami, ils ont aussi une certaine pression dans le sens où s'ils arrivent pas à avoir Damian Lillard, c'est qui? Parce que c'est quoi l'alternative à ne pas avoir Damian Lillard du coup? Parce que c'est une équipe qui a déjà perdu des joueurs majeurs. Est-ce que tu repars du coup avec Kyle Lowry? Voilà, enfin, tout ça, ce sont des questions où je pense que c'est une équipe qui va être tentée de miser gros, tout simplement parce qu'ils peuvent pas se permettre de ne pas récupérer Lillard en fait. C'est exactement ce que j'avais noté dans la suite, c'est-à-dire que le manque d'alternative est assez criant là-dedans. Alors peut-être qu'il y en a qui te diraient c'est Tyler Hero. C'est beaucoup demandé à un Tyler Hero, effectivement. Donc là, c'est un all-in qu'ils doivent jouer, mais en même temps, en termes d'assets, c'est peut-être pas les plus intéressants. Puis apparemment, du côté de Portland, on serait pas totalement fan des assets de Miami, donc il faut trouver une troisième équipe
qui accepterait Ça, c'est de de la se com glisser. encore, hein, ça, je pense. Ah mais ça, évidemment, Portland fait aussi, on revient aux intérêts, ça reste les guerres de com, à chaque fois Exact. sans sous-titres, je peux le préciser comme, mais effectivement, chacun fait fuiter les infos, il faut le rappeler à chaque fois, les intersaisons NBA, c'est ça. Les agents font fuiter des infos qui ont pour intérêt de soit amener le client là où ils veulent, soit lui donner le plus d'argent possible, et les équipes, c'est pouvoir récupérer un maximum de leurs joueurs qui est demandé ici et là. Donc on verra bien quel est le résultat au bout. Mais effectivement, bon, Miami n'a pas les pires assets du monde et en même temps pas forcément les plus intéressantes, même si c'est vrai que bon, Tyler Hero est quand même un joueur qui peut se retrouver dans une équipe en reconstruction, qui est encore assez jeune, qui a un profil intéressant. Bon, Gabin, qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'alternative de Miami? Il y en a pas en vérité. Enfin, si peut-être James Harden, parce que du coup, il faudrait quelqu'un sur le poste 1 qui initie le jeu. Il y en a plus de disponible. Mais là, honnêtement, à mon avis, c'est déjà fait. Lillard au hit. Et s'il n'arrive pas à l'avoir, il faudra faire un épisode pour se poser la question de comment c'est possible. Alors que justement, l'agent fait du forcing pour qu'il aille à Miami. Ça me paraît... Franchement, là, on peut parler de 90% de chances qu'il y aille, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on sait pas, on connaît pas les coulisses, comme dit Tom, il y a Non, une guerre de mais communication et on ça sait jamais. paraît trop gros. Il y a des moves qui étaient faits en NBA, on a même des fois des paroles données sur lesquelles voilà, les acteurs sont revenus. Donc, il faut se méfier, mais je pense que tu as bien raison sur une chose, Gabin, c'est que on va en parler très longuement, que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Donc, Ouais. je propose de fermer cette parenthèse Lillard de Miami, puisqu'on pourra le réévoquer, peu importe le point de vue d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui compte et dont on va parler probablement dans le DH20, et une Clairement. équipe qui compte, puisqu'on va en parler dans les previews comme un des plus gros contenders du côté de l'Est. Donc, ça nous laisse encore, allez, j'allais dire une petite dizaine de minutes, mais on va pouvoir dépasser un peu le chrono, c'est l'été, Ben nous en voudra pas, pour parler des différents autres moves qui ont eu lieu à l'Est, qui peuvent nous intéresser ici et là, je sais pas. Bon, bah, Gabin, vu que tu viens de parler, je vais me retourner vers toi, Tom. Qui tu veux évoquer, Tom, qui est intéressant pour toi, d'autres équipes dont tu as envie de parler, de équipes ou joueurs hein, d'ailleurs. Bah, je pense qu'on peut évoquer les Bulls, hein. On peut évoquer les Avec Bulls plaisir. clairement, puisque voilà, un joueur qu'on aime beaucoup ici, Lonzo Ball. Du coup, vous avez demandé une hardship injury Une exceptionnelle, exception une médicale, on exception, va dire voilà, ça comme parce que ça. une exception médicale, puisque vraisemblablement il va pas pouvoir jouer de toute la saison, et c'est vraiment dommage. Mais du coup, vous avez quand même fait des choses, on va dire. Pour vous stabiliser entre guillemets en attendant peut-être une autre prise de décision en cours de saison avec en prolongeant Vucevic encore une fois hein, c'est lui qui a placé le tarot pour les pivots. C'est lui qui a placé le tarot. Donc voilà, Potel et Brook Lopez peuvent le remercier. Merci merci Nicolas. Et puis enfin même Kobe White, tu vois, enfin il y a eu quand même un renforcement, vous avez pu signer Torrey Craig. Alors encore une fois, la direction ne semble pas hyper claire dans l'optique de si tu veux jouer le titre ou pas, ou si tu veux jouer les playoffs et tout ça. Mais les Clips semblent quand même un peu meilleurs un peu meilleurs qu'à la fin de saison. Et surtout, t'as pu récupérer un joueur comme Torrey Craig. Ce sera peut-être l'année de Patrick Williams. Patrick Williams. Enfin, qui sait. Enfin bon, en tout cas, enfin, je trouve que Karnisovas, il a été sur la lignée de ce qu'il a annoncé lors de la conférence de presse de fin de saison. A-t-il raison ou pas de rester sur cette lignée-là, ça, le futur nous le dira, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même, en tout cas, ce que vous avez pu faire avec les moyens que vous aviez, c'est quand même intéressant. Ouais, bon, je suis assez d'accord. Je vais paraphraser parce que c'est une discussion. J'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours, mais je vais le redire en podcast sur cette histoire de direction. La direction du côté des Bulls, finalement, elle n'est pas si obscure que ça. C'est-à-dire qu'on le sait, le move avait été fait. C'était quand Karnisovas est arrivé, la récupération de Vooch, de Demar DeRozan et de Lonzo Ball autour de Zach LaVine, c'était pour retrouver le chemin de la gagne, pas pour aller au titre, parce qu'on savait que on était plafonné a priori, même s'il y a eu une demi-saison extraordinaire. Les Bulls étaient tout en tête de la ligue. Mais voilà, pour retrouver le chemin de la gagne en hypothéquant le moyen terme. Bon, il y a le cas Lonzo Ball, tu l'as dit, qui ne jouera pas probablement cette saison. Je ne sais pas s'il rejouera un jour au basket, on le dit à chaque fois. Je le souhaite pour lui, parce que c'était un super joueur de basket, au-delà d'être le meneur des Bulls. C'était un super joueur de basket à voir, mais malheureusement, son futur est de plus en plus flou pour le coup. Bon, les faits sont là. Une fois que tu avais entamé cette direction-là, maintenant, tous les moves qui suivent découlent de tout ça. Donc, que ce soit la prolongation de Vooch, tu étais un peu coincé, tu es un peu obligé. Le tarif, comme tu l'as dit, bon, bah, finalement, ça a été le tarif syndical pour ce type de profil. Donc, allons-y.
Kobe White, c'est pas si cher pour un joueur qui, en plus, a montré des bonnes petites progressions au fur et à mesure, et même à la fin de saison, également du côté défensif, ce qui est à noter. Et puis, tu as fait des petits ajustements, ce qui était parfois reproché sur ces dernières saisons au Bulls, c'est des ajustements à la marge qui n'étaient pas très, très bien sentis. Bon, voilà, tu as Torrey Craig, tu as Javon Carter également. Donc, tu récupères 2 joueurs qui peuvent défendre et mettre des tirs, ce qui est important, ce qui manquait fortement dans ce groupe-là. Donc, effectivement, tu vas pas jouer grand-chose. Tu vas peut-être jouer la victoire du tournoi de mi-saison. Non, tu vas peut-être jouer les bad play-in, les bad play-off comme on l'a fait. Je pense que l'idée, c'est de continuer dans cette idée-là, de gagner un maximum de matchs, de se faire plaisir. Oui, tu vas vraisemblablement nulle part avec cette ossature. Ce ne sera pas l'ossature de ta prochaine très forte équipe qui sera contender à l'Est. Bon, les faits sont là. Tu n'as rien hypothéqué de plus que ce que tu avais fait régulièrement. Le contrat de Kobe White sera jamais vraiment toxique. Au pire du pire, ce sera une pièce échangeable. Patrick Williams, tu l'as dit, à voir. On peut toujours y croire. Certains y sont encore. Certains sont en train de quitter le wagon. Personnellement, j'y suis encore, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, un contrat rookie, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, tu fais avec ta timeline qui sont les contrats de Zach LaVine, de DeMar DeRozan, donc de Vooch maintenant, mais qui sera quand même ajustable, je pense, à moyen terme. Voilà, grosso modo, mon résumé des Bulls. Je ne sais pas si Gabin, tu veux en glisser un mot. Non, juste c'est la dernière année de contrat de DeMar DeRozan qui commence à être âgé aussi. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va prolonger pour moins cher à la fin? J'en sais rien. Je ne saurais pas te dire quelle est la valeur actuelle de DeMar DeRozan. C'est assez obscur, justement, autour de la ligue, parce que dans l'esprit et en l'état, ça reste un très très fort joueur. Peut-être, allez, je vais taper large, top 30 NBA. Le fait est qu'a priori, il n'y a pas tant de demandes autour de DeRozan. C'est un profil un peu anachronique parfois. Est-ce que je pense qu'il va attendre la fin de son contrat et les Bulls vont lui proposer quelque chose? Est-ce qu'une autre équipe va lui proposer mieux, que ce soit en salaire, durée, selon ce qu'il recherche, salaire, durée ou ambition, j'ai envie de dire, s'il veut jouer dans une équipe peut-être qui aura plus d'ambition de titre? Je pense que ce sera à lui de voir en fonction du marché autour de DeRozan. Pour moi, il est assez obscur, mais ça ne me gêne pas, en l'état du projet, de me dire, si on va au bout du contrat et qu'il s'en va, écoute, on récupérera les 30 millions qu'il y aura en place et puis on verra. Je ne pense pas qu'un trade de DeMar DeRozan soit obligatoire, parce que je ne pense pas que tu récupères de pièces hyper intéressantes au-delà de quelques second tours de draft ou quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr, finir ensemble, quoi. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Du coup, tiens, Gabin, est-ce que toi, il y a une équipe que tu as envie d'évoquer pour cette fin de podcast dont on n'a pas parlé? Une équipe ou un joueur, je le répète une nouvelle fois. Ouais, je vais prouver qu'on n'a pas besoin d'être flashy pour faire une très très bonne free agency. Je parlais des Cavs, parce que les Cavs, donc ils avaient un problème criant sur l'aile. C'est réglé. Ils sont allés chercher George Niang, Max Strus, Caris LeVert. Je trouve son contrat raisonnable, donc 32 millions sur 2 ans. Et puis après, on peut parler avec leur choix de draft, ils font le pari Emoni Bates, qui est du coup un énorme pari parce qu'on n'a aucune garantie sur ce joueur. Potentiel élevé, mais plancher très bas aussi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient dans le projet. Le but, c'est juste d'accompagner les jeunes et de rajouter en fait des joueurs à l'aile. Franchement, c'est très bien. Je te renvoie la balle, Tom. Je t'ai vu hocher la tête parce que j'ai envie de dire move logique, mais ton aile reste quand même encore un peu petite, non? Ouais, pour moi, ils ont pas réglé le problème à l'aile du tout. Pour moi, ils ont pas réglé le problème à l'aile du tout. Et avec ce qu'ils avaient en main, c'est vrai que ils ont pu générer des assets assez intéressants quand même. Enfin, Max Strus. Alors oui, certains diront que oui, c'est un gros contrat. S'il peut avoir un peu la maladie des joueurs de Miami qui, lorsqu'ils quittent le Heat, au final, ils mettent plus un pied devant l'autre. Hashtag Josh Richardson, on te voit. Mais enfin, je trouve que globalement, ils se sont renforcés, mais je pense qu'ils n'ont pas encore réglé ils ont pas encore réglé le problème à l'aile. Donc c'est mieux, mais pour moi c'est pas assez pour les placer vraiment comme un contender. Alors oui, quand tu regardes les statistiques, le net rating, tout ça, c'est une équipe qui crie contender. Mais il y a la réalité du terrain, et la réalité du terrain les a rattrapés face à cette équipe de New York. C'est une équipe qui a encore des faiblesses à l'intérieur, même s'ils ont une paire d'intérieur qui est assez, qui est très bonne, mais qui est un peu jeune. Donc il va falloir un peu plus de maturité à cette paire d'intérieur. Et c'est une équipe qui, va être. Je pense que c'est mieux à l'aile, mais pour moi c'est pas encore ça. Ouais, tu fais le pari aussi, moi, ce que je pense, c'est que tu fais aussi le pari de la progression. Tu l'as dit, saison 2, Garland, Mitchell, qui seront peut-être un peu plus à l'aise l'un à côté de l'autre, parce qu'en plus, ils n'ont pas joué énormément, tant de matchs que ça avec les deux.
Et Evan Mobley qui continue sa progression. Effectivement, je ne sais pas si tu passes le vrai step, mais au moins, il n'y a pas de panique. Move. Voilà, c'est Cedi Osman et des cahuètes pour Max Strus. Comme tu l'as dit, on peut discuter du contrat, mais finalement, C'est un bon joueur. pari, C'est un bon joueur, hein. le pari se tente. Max Strus a fait une très bonne publicité sur les derniers playoffs, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut leur souhaiter que ce soit ce Max Strus qui récupère. Après, on verra. Et après, Emoni Bates, tu l'as dit, Gabin, Emoni Bates, joueur très hypé dans sa jeunesse, mais qui a eu depuis, ça a été plus compliqué, donc à voir. Mais je pense que c'est pas forcément un joueur qui aura beaucoup de minutes, en tout cas pour cette saison du côté de Cleveland. Autre équipe, on a passé l'heure, mais tant pis. Autre équipe dont j'avais envie de parler, j'ai envie que tu l'évoques rapidement, Tom, c'est Atlanta. Ouais. Atlanta, les Hawks ont fait un cas d'école d'application du nouveau CBA. Genre, attention, ça va coûter cher. Alors, c'était un nom qui traînait depuis quelques années déjà dans les rumeurs de transfert. Ça y est, John Collins qui part du côté du Utah. Et Atlanta qui récupère dans cette histoire Rudy Gay et qui a aussi prolongé Dejounte Murray. Bon, Tom, voilà, move financier à Atlanta, on va résumer ça comme ça. Move financier, pour moi, Atlanta, c'est une équipe qui est moins bonne que l'an dernier. Alors, après avoir en progression organique, puisque, voilà, enfin, John Collins, c'est quelqu'un qui avait changé de rôle chez eux, qui était devenu, on va dire qui était un joueur plutôt d'axe cercle à cercle en début de carrière et qui était devenu un spacer attaqueur de close-out. Et c'est pas vraiment un peu c'est pas vraiment le style de la maison, puisque tu parlais de la notion de connecteur. John Collins, ce n'est pas un connecteur du tout, et du coup on le voyait souvent aller s'empêtrer sur l'attaque des close-out. Et vu qu'il avait son problème à la main et qu'il n'était pas en réussite avec son shoot, c'était un joueur qui était un peu négatif, en tout cas offensivement pour les Hawks, mais qui n'était pas du tout dans le rôle qui lui scie le mieux. Et je pense que du coup le Jazz va récupérer un super joueur et qui va être intéressant pour eux. Mais Atlanta, voilà, ils ont essayé de redistribuer un peu l'argent et le talent, mais je trouve que voilà, c'est une équipe qui a toujours ce problème, hein. Ils ont re-signé au final Dejounte Murray, donc ils vont partir avec un backcourt qui va probablement manquer où il y aura vraiment un manque de spacing. Voilà, les Hawks, c'est une équipe qui est très portée sur le mi-distance, que ce soit le court ou le mi-distance long. Ils ont fait pas mal de place à John Collins. Va falloir voir comment Quinn Snyder, là, avec toute une intersaison, va pouvoir ramener ces pièces-là. On parle encore des problématiques, entre guillemets, entre Clint Capella et Onyeka Okongwu, voilà, qui va prendre le dessus. On a Jalen Johnson là qui commence à avoir la place laissée libre, puisqu'il y a du coup John Collins qui est parti et qui lui est un petit peu plus playmaker, donc il va être peut-être plus intéressant à être utilisé. Et après ils auront un peu de marge avec tu vois les Jay Griffin, les gars comme ça. Mais pour moi c'est une équipe qui est moins bonne que l'an dernier et qui a perdu en polyvalence aussi. Tu veux dire un mot, gamin? Ice Trail, il fait froid d'un coup. Non, mais je pense que les Hawks sont peut-être fait surprendre par le nouveau CBA, mais le trade de John Collins arrive beaucoup trop tard. C'est très dommage de le transférer pour pouvoir prolonger Dejounte Murray, et donc tu récupères Rudy Gay. Sans offense, mais je pense que si tu l'avais transféré peut-être un an plus tôt, t'aurais pu récupérer plus, quoi. C'est vraiment décevant. Maintenant, oui, c'est ça, les Hawks sont moins bons. À voir ce qu'ils peuvent faire avec une saison entière de Quinn Snyder, parce qu'on rappelle que le coach est arrivé pendant la saison. Mais je vois pas comment ils peuvent faire mieux qu'un play-in et un premier tour de play-off max, quoi. Ouais, après, pas que l'ambition soit forcément très terrain, pardon Tom. Ouais. Non, je disais, après il pourrait, puisque le plafond de cette équipe-là, il dépend aussi de Trae Young. Trae Young qui a été un peu en délicatesse, notamment avec son tir l'an dernier, avec les espaces aussi l'an dernier. Donc va falloir, si Trae Young reprend le niveau qu'il avait il y a un an, je pense que oui, l'équipe peut faire une bonne saison, mais globalement, je trouve que le collectif moins bon, parce que là, tu vas être obligé là où par exemple la performance, encore une fois, des rookies ou des jeunes joueurs, c'était un plus. Là, ça va devenir une nécessité. Le luxe devient une nécessité, et si t'en as pas qui passe du coup à l'étape supérieure, du coup tu peux te retrouver avec un projet un peu qui stagne, quoi. Ouais, bon, moi je le voyais aussi comme un espèce alors pas d'aveu d'échec, mais en tout cas de responsabilité, de prise de responsabilité, en disant voilà, bon, on l'a tenté, on a voulu insister avec John Collins plus Dejounte Murray et Trae Young, ça n'a pas fonctionné. Au moins là ils admettent que ça ne fonctionne pas.
on devient raisonnable financièrement. Comme tu l'as dit, il y a quelques paris autour des jeunes joueurs, peut-être qui vont passer un step supplémentaire. Et rendez-vous la saison prochaine pour refaire un point sans être totalement coincé financièrement, ce qui pouvait être le cas. Donc voilà, tu as essayé de réassainir les finances tout en te laissant dans le ventre mou et en continuant d'essayer de jouer un moyen terme avec quand même ces doubles guards, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, Atlanta qui dégraisse, hein, finalement, c'est un peu ça le... Ils sont pas vraiment dans le ventre mou, dans le sens où ils ont un joueur qui peut, si lui passe un cap, encore une fois individuel, peut leur permettre d'emmener toute l'équipe vers le haut, quoi. Vers le haut jusqu'où? À l'Est, Atlanta, Oui, ça pas non plus. c'est vrai, oui. C'est compliqué. Il y a toujours, voilà, il y a la concurrence. C'est toujours le niveau de la concurrence. Tellement mal que ça pose la question du plafond maximum des Hawks quand ton meilleur joueur c'est Trae Young en fait, qui pose trop de problèmes. Très bonne question, question qu'on va lancer en teasing parce que c'est probablement une question qu'on va évoquer quand on parlera DH20 d'ici quelques semaines chez Dunk Hebdo. Et vu qu'on commence à avoir passé le chrono, je sais qu'on n'a pas évoqué tous les moves, peut-être que certains fans d'équipe se disent on n'a pas parlé, je sais pas, des Pistons, c'est la signature du trade de Joe Harris ou de Monte Morris, mais peu importe, si vous avez des trades que vous avez envie d'évoquer avec nous, n'hésitez pas, sur Twitter, dans les commentaires YouTube, à échanger, à le dire tout simplement, puis à échanger avec nous, ça nous fera plaisir. On a essayé de faire un tour d'horizon de l'Est, forcément c'est compliqué, ils en passent beaucoup de choses chaque été, et puis c'est pas terminé, puisque comme on l'a dit, il y a les cas épineux, notamment autour de Damian Lillard et de James Harden, mais pas seulement, donc on aura probablement l'occasion d'en reparler chez Dunk Hebdo d'ici là. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous retrouver partout, les plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, sur YouTube, bien entendu, si vous voulez nous voir suer à grosses gouttes avec la canicule qui se prépare. Sur Twitter, vous êtes les bienvenus, comme je le disais. Et on va également se donner rendez-vous très vite pour commencer à préparer. Je vous conseille d'ailleurs, auditeurs, auditrices, préparez votre DH20. On risque de clore les votes un peu plus tôt cet été pour préparer une grande délibération. Voilà, donc le teasing de fin était parfait, Gabin. Et bien, messieurs, merci à vous également. Et puis, on se dit à très vite. Salut. Salut, au revoir.